Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Mains dans la Terre. Je m'appelle Sarah et pendant 6 mois, je pars mettre les mains dans la terre aux côtés de paysans et de paysannes des fermes de France pour leur poser la question suivante. Comment revient-on à une agriculture nourricière ? À une agriculture qui nourrit son territoire au lieu d'être exportée ailleurs. Je pars donc à côté de chez nous, à la rencontre de celles et ceux qui chaque jour mettent les mains dans la terre. Comment faire pour mettre les mains dans la terre et passer à l'action pour une agriculture nourricière et résiliente quand on habite en ville ? Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de la Légumerie, une association de jardiniers cuisiniers qui met les mains dans la terre à Lyon. J'ai passé une journée avec ce joyeux collectif entre cuisine solidaire et jardin partagé. Dans cet épisode, on parle donc d'agriculture urbaine, de jardin collectif et de transition écologique et sociale. Je laisse maintenant la parole à Keren et Marc, les fondateurs, ainsi qu'aux bénévoles de la Légumerie pour nous en dire plus. Bonne écoute! Je suis aujourd'hui à la Légumerie, à l'Oasis de Gerland avec l'association La Légumerie. Keren, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ton nom et ton prénom et quel est ton rôle dans la Légumerie ? Oui, donc je m'appelle Keren Rosen. Je suis cofondatrice de la Légumerie. Il y a 10 ans, avec Marc Bourgeois, qui anime le jardin où on est aujourd'hui, on a eu un doux rêve de faire pousser des légumes en ville. On est des citadins tous les deux. Moi, je suis de Londres, Marc, il est de Lyon d'origine. Et après un long parcours dans l'agriculture et l'animation, on a eu envie de revenir en ville et créer des espaces, des petits îlots de verdure en ville qui permettaient aux citadins de se reconnecter à la terre nourricière. Du coup, vous avez fondé quand la Légumerie ? C'est quoi le début du projet ? C'est il y a 10 ans. On va fêter nos 10 ans cette année, en 2021. Au tout début, on a sollicité des gens autour de nous, amis de près et de loin. On a mis des petits flyers dans notre quartier. On habitait à la Croix-Rousse et on a commencé à faire des temps de cuisine collectifs parce qu'on n'avait pas de jardin à cultiver et qu'on voulait quand même aborder le sujet des légumes, de où ils poussent, comment on se nourrit. Et du coup, on cuisinait avec que des produits archi-locaux. On se rapprochait des maraîchers qui venaient sur les marchés. On a fait des petits partenariats. Et puis, c'était l'occasion de rencontrer du monde qui était sensible aussi au même sujet et pour qui les mots agriculture urbaine, ça pouvait leur parler. Mm-hmm. Voilà, donc on a cuisiné ensemble et puis après c'est devenu des grands moments de cuisine où on rassemblait beaucoup de monde. On a participé à des festivals, avec des choses où on nourrissait 300 personnes avec toute une brigade, une cinquantaine de personnes qui cuisinaient. Enfin voilà, on a vite vu que ça plaisait et qu'il y avait du monde mobilisé sur ces questions-là. Et très rapidement, après 1 ou 2 ans, même peut-être qu'1 an après avoir lancé les premières cuisines, on a eu accès à un bout de jardin le long d'une église dans le 4e arrondissement. C'est un prêtre qui nous l'a mis à disposition. Un des bénévoles qui était une personne pratiquante qui avait un bon relationnel avec son prêtre, qui allait le voir et qui lui a dit au fait le jardin le long de l'église, donc Saint-Augustin dans le 4e, qui sert à rien, vous voulez pas le mettre à dispo d'une asso qui veut le cultiver avec des habitants dans le quartier? Et le prêtre a dit oui. Okay. Et c'était le début de l'histoire. Super. Et du coup, oui, tu nous parles à la fois de cuisine et de jardin potager. Vous êtes un collectif de jardiniers cuisiniers. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce super terme ? Jardinier parce que il faut bien commencer par là, la petite graine dans la terre. Cuisinier gourmand, au départ plutôt amateur et puis passionné en fait des deux. Et nous on considère que c'est 2 sujets qui sont essentiels quand on questionne un petit peu notre relation au monde et aux autres, quand on a envie de réfléchir un peu une transition sociale et écologique. Et puis c'est aussi des sujets sur lesquels il y a beaucoup d'expertise et dans lesquels on ne s'y situe pas du tout. Nous, on aime bien l'idée que on peut venir à ces sujets par curiosité, par envie, et puis apprendre en faisant, et puis on peut faire sans savoir faire, et puis découvrir en faisant comment faire mieux. Et on a appréhendé le jardin comme ça et la cuisine comme ça.
Et puis petit à petit, on développe nos compétences et on les partage et on échange et c'est très vivant, quoi. La base de tout, une fois on se sent plus connecté et qu'on a des espaces pour expérimenter ça et pour vivre ça et pour échanger avec d'autres, et ben, tout le reste, ça fait bouger beaucoup de choses dans nos vies, quoi. Mm. Et d'ailleurs, dans cette démarche et dans ce mouvement de transition alimentaire, il y en a énormément qui y arrivent, et d'ailleurs moi ça a été mon cas au début, par l'alimentation d'abord, de se demander qu'est-ce qu'on met dans notre assiette et du coup de s'interroger sur la terre après, comment ça pousse et qu'est-ce qu'on met sur nos légumes. Vous, comment vous vous êtes rencontrés avec Marc et qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce super binôme en fait de cuisinier-jardinier à vous deux? On s'est rencontrés dans un jardin. À l'époque, tous les deux, on travaillait pour la protection judiciaire de la jeunesse avec des ados. Et moi, plus du côté accompagnement éducatif. Et Marc, il faisait des chantiers avec des jeunes où il travaillait le bois, le métal. Et il y avait un grand espace, un peu terrain vague, sur le site où on bossait. C'était à Marseille et rapidement l'équipe dans laquelle Marc faisait partie a eu envie de le cultiver et de développer du potager là-dedans aussi pour faire avec les ados. Et tout est parti de là. Et du coup moi je venais avec mes ados dans le jardin plus pour prendre le soleil et profiter. Puis rapidement je trouvais ça chouette qu'ils puissent aussi mettre les mains dans la terre et voilà, après tout le reste c'est une longue histoire. Et du coup, c'est quoi les différentes activités que vous faites ici à la légumerie ? Donc là, ici aujourd'hui, on est dans le jardin. Donc c'est le jardin qui est arrivé dans l'histoire de la légumerie il y a 4 ans. Donc c'est un jardin qui est mis à disposition par la ville de Lyon. Donc c'est une grande parcelle qui existait déjà en tant que jardin collectif avant qu'on arrive. On a repris le flambeau d'une autre association qui l'avait animé pendant 6 ans. Et l'idée de ce jardin, c'est que c'est un jardin à vocation sociale et nourricière. Donc on invite les habitants, d'abord les plus près, qui vivent autour, et puis tous ceux qui vivent dans la métropole et qui ont envie de venir jardiner, donc cultiver la terre, faire pousser les légumes qui sont partagés à chaque séance de jardinage. Donc là, il y a un vrai récolte et un partage de ce qui pousse et ça commence à être un jardin très productif. Mais c'est aussi, encore une fois, une prétexte de rencontre et de lien. Du coup, dans ce jardin, il se passe aussi plein de choses, des temps de cuisine, des temps où les personnes du quartier peuvent venir aussi prendre le thé, faire des jeux de société, les enfants peuvent venir faire des activités. C'est un lieu de vie, un peu une centre sociale à plein air, c'est sa vocation aussi. Et par ailleurs, à la légumerie, on est des cuisiniers nomades. Donc on a des temps de cuisine au jardin, mais on a aussi tout notre matériel de cuisine qui nous permet de s'installer n'importe où, que ce soit dans la rue, dans un autre jardin, dans un centre social ou autre, et faire cuisiner du monde pour partager des repas et du coup des temps où on échange aussi sur notre alimentation et nos recettes de grand-mère et nos souvenirs et tout le reste qui va avec. On peut voir sur votre site que c'est un projet citoyen, cette légumerie. Comment ils ont réagi en fait les habitants du quartier quand vous êtes arrivés et c'est quoi votre relation justement avec ces habitants ? Comment vous arrivez à impliquer du monde en fait et créer ce mouvement collectif qui donne ces grands moments de convivialité dans ce lieu ? Alors, c'était pas gagné d'avance parce que le projet d'avant nous avait du mal à mobiliser des habitants. Donc il y avait plutôt une mauvaise image du jardin quand on est arrivé. Donc c'était un défi. Ça nous avait même fait un peu hésiter, on se demandait, il y a eu des dégâts, il y a eu des choses où le rapport entre ce jardin et le quartier n'a pas été fluide. Et donc nous, quand on est arrivé, notre grand enjeu c'était d'embarquer. Donc la première chose qu'on a fait, c'était d'aller voir les associations locales d'habitants qui vivent il y a une cité juste à côté qui est vraiment, on est dans un quartier politique de la ville. Et l'objet principal de ce jardin, c'est d'aussi offrir un espace aux personnes de la cité qui vivent dans des tout petits appartements serrés. Donc ça, c'était l'enjeu et on est passé par des associations de quartier, notamment les Dames de Gerland, qui est une des associations anciennes qui travaillent auprès des femmes du quartier.
et d'autres acteurs locaux qu'on voyait qui étaient bien implantés sur le territoire. Donc on a très vite pris contact avec l'école qui est juste à côté, le centre social, la bibliothèque qui a un rôle très important dans le quartier, les bains-douches qui sont juste de l'autre côté de la rue de nous. Voilà, donc c'était mobiliser les éducateurs de rue, se mettre en lien et mobiliser. Et on est dans un quartier à Gerland où les acteurs du politique de la ville sont assez unis. Enfin, il se passe des choses. Donc on a vite vu qu'on pouvait prendre une place là-dedans et que le jardin était extrêmement bienvenu de ces acteurs-là. Et après, c'est en faisant de l'événementiel beaucoup, en fait, que les gens viennent, ils voient, ils sont invités, il se passe des choses, c'est gratuit, c'est convivial, il y a de la musique, il y a du monde, il y a à manger. Et puis les temps du jardinage, comment ça a pris? Je pense que c'est le bouche à oreille qui marche beaucoup. Il y a les premiers gens qui viennent, qui veulent, et puis qui sont bienvenus et qui passent le mot. Et puis après, on est sur un territoire qui est très gourmand de ce type d'activité. Donc on n'a pas eu trop de mal à mobiliser. Et alors aujourd'hui, c'était une cuisine solidaire. C'est une cuisine solidaire qui a lieu. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le concept un petit peu, comment ça se passe? Eh c'est à partir du deuxième confinement où on a fait le constat qu'on avait quand même cet outil incroyable qui est le jardin où on pouvait faire des choses en plein air et que juste avant le deuxième confinement, en octobre, on avait fait un grand événement au jardin qui s'appelait les tablés du potager où on a ouvert le jardin pendant 3 jours en mode cantine participative et donc on avait déjà fait appel à pas mal d'acteurs autour qui travaillaient avec des personnes en précarité, La Cloche, Singa, on avait travaillé avec les Dames de Gerland, l'association de quartier, pour faire venir du monde pour cuisiner et les repas étaient vendus à prix libre. Donc ça avait eu un succès fou, on a eu vraiment énormément de monde à chaque repas. Et après, avec le deuxième confinement, on s'est dit, en fait, on n'est pas prêt à arrêter ça. On sent qu'on peut faire ça dans des bonnes conditions. On peut respecter, on va dire, la base par rapport à la situation sanitaire et continuer. Et au contraire, il y a besoin et qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes dans le quartier qui sont très isolées et qui n'ont pas forcément assez à manger. Et du coup, on a été soutenus par la ville de Lyon. Sont les premiers cuisines solidaires. Et puis là, on a fouillé, on a cherché d'autres financements pour continuer. Et l'idée, c'est de préparer avec ceux qui peuvent, ceux qui veulent, un repas et on sert une centaine de personnes à midi qui sont surtout issus de sans-abritisme ou d'autres formes de précarité ou d'isolement qui font que ça leur fait du bien de venir manger chaud et avec d'autres gens dans le jardin. Et c'est quoi? Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir, un de tes meilleurs souvenirs que tu as eu ici à la légumerie? Waouh, en 10 ans, j'en ai un paquet. Un très récent, en fait, il y a 15 jours, ou peut-être c'était il y a un mois, une petite dame qui est venue me voir à la fin d'un de nos repas solidaires et qui m'a dit en fait, vous savez, j'ai parlé à personne depuis 10 jours, je ne vois plus personne. Et elle avait un sourire énorme. Elle me dit, mais ça me fait un bien fou, vous pouvez pas savoir. Et voilà, c'était trop émouvant. Et... Bon, j'en ai d'autres comme ça, mais celui-là, ouais, c'est un récent qui m'a beaucoup touchée, quoi. Et du coup, pour terminer cet entretien, Keren, est-ce que tu aurais un message pour celles et ceux qui habitent aussi en ville et qui aimeraient agir pour la transition alimentaire sans trop savoir comment? Aujourd'hui, je pense que n'importe où on habite, on peut se rapprocher des jardins collectifs. Il y en a un peu partout dans toutes les villes. C'est un super moyen de rencontrer d'autres qui se posent les mêmes questions, d'être dans l'action, de concrètement apprendre les choses. Et puis oser, pas se dire je sais pas faire, donc pas voir ça comme une montagne. C'est toutes des tas de choses hyper simples en fait qui petit à petit nous font bouger, nous font faire des belles découvertes. Donc aller voir, aller questionner, aller rencontrer et puis se dire qu'on est tous un peu jardiniers cuisiniers au fond de nous, c'est dans notre ADN d'humain et que tout est possible avec ça. Super, merci beaucoup. Alors maintenant que Keren nous en a dit un peu plus sur la légumerie, on va aller faire un tour sur la cuisine solidaire et puis voir un petit peu l'ambiance du côté des bénévoles.
Bonjour. Coucou Sylvie. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire En ce moment même? En ce moment même, je suis en train de remuer une salade de fruits pour que le jus pénètre bien dedans. Et dans le jus, il y a du jus de pomme et de la fleur d'oranger. Ok. Voilà. Alors, Et la salade de fruits, c'est des pommes, des poires, des kiwis, des dattes coupées en tout petits morceaux. Et il y a quelques feuilles de menthe qui ont été émincées dessus. Voilà. Et pour qui on cuisine là en ce moment? Alors on cuisine pour les gens du quartier qui sont un peu dans la difficulté. Alors il y a la chance ici qu'il y a des associations qui connaissent l'adresse et qui dirigent des gens ici. Et il y a aussi des gens qui viennent ici parce qu'en face du jardin, il y a les bains-douches. Et les bains-douches, c'est un endroit où les gens peuvent venir se nettoyer gratuitement. Et donc, comme c'est la deuxième fois là, qu'on a repris cette activité, le bouche-à-oreille fonctionne bien. Et donc, les gens viennent manger le jour où ils viennent se laver aussi le vendredi. Voilà. Trop bien. Merci. Je t'en prie. C'est bon. Je veux ton avis. Oui, j'arrive. Ah ouais, on sent vachement On sent le l'épice. cumin. Ah super. On sent vachement le cumin. Bah, il est très torréfié, donc je pense qu'il il a pris un peu. C'est une trop bonne idée, les épinards. C'est bon? Ouais. On va les mettre sent le yaourt, c'est pas croustiller encore un mis, petit peu. mais Le dalle est super bon. Là, c'est un test. On a mis les épinards frais dedans. Ouais. Et franchement, c'est super intéressant de voir le fondant de la lentille. Et les épinards, ils sont encore un peu croquants. Croquants gourmands. Ils vont le rester. Il manque un peu de sel, par contre. Ouais. Elle traverse les âges. Comment ça se passe au chaudron? Bah écoute, ça se passe bien. On est en train de mettre le lait de coco là. Et puis voilà, on avait prévu 4 litres de lait de coco, mais je pense qu'on va pas tout mettre parce que ça va faire un peu beaucoup. parce qu'il y a aussi les épinards qui arrivent qui vont lâcher de l'eau. Ouais, il y a aussi. Ouais. Elle est vachement dense. Ouais, bah c'est parce qu'il fait froid. Ça c'est figé. Tu me refais l'histoire du chaudron pour le micro, Jean? Quelle radio? C'est pour le podcast Les mains dans la terre. D'accord. En fait, Chaudron, il est d'origine savoyarde. En fait, il a été trouvé dans un bûcher d'une maison savoyarde et du coup abandonné les quatre fers en l'air. Et du coup, j'ai eu la bonne idée de le ressusciter, de le sortir et de le mettre à disposition des jardins partagés. Voilà l'histoire. Et du coup, là, en ce moment, il y a quoi qui est en train de cuire dans le chaudron? Alors là, c'est plus beaucoup de légumes, carottes, potirons, poireaux. Et en fait, c'est un dalle indien. Donc du coup, là, c'est en train de se finaliser. Et c'est Keren à qui il faut que tu demandes La recette. Ouais. En tout cas, ça sent bon pour l'instant. Ouais, c'est très bien. Merci. De rien. Alors Sarah, toi, comment t'as connu ici la légumerie et depuis quand tu viens? Alors, je suis venue il y a 2 semaines en arrière grâce à l'association La Cloche qui m'a parlé de la légumerie et j'ai trouvé ça super sympa à faire, un moment convivial à partager avec les autres. Donc ouais, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Ok, Donc cuisine et puis pour les gens qui sont pareil en précarité, après on les sert, ils peuvent manger un repas aussi gratuitement quoi en fait. Et je trouve ça plutôt pas mal comme idée parce que avec les temps qui sont durs en ce moment, vraiment j'ai trouvé ça super aussi en fait. Je trouve ça vraiment cool quoi que des gens qui sont vraiment parfois qui vont pas manger ou quoi peuvent manger ici gratuitement. Voilà. Et est-ce que tu participes aussi au jardin? J'ai participé la semaine dernière, on a planté un petit cerisier et là aujourd'hui je sais pas, je vais essayer de participer aussi avec plaisir. C'est quelque chose que j'aimerais bien découvrir aussi parce que j'ai jamais fait de jardinage de ma vie donc ça peut être pas mal aussi je trouve. Ok, Voilà. trop cool. Du coup on mettra les mains dans la terre ensemble tout à l'heure. D'accord, ok, avec plaisir Sarah. Ma fille, à la prochaine fois, je sais pas quand, mais
Je vais rencontrer maintenant Marc, qui est le jardinier de ces lieux. Marc, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et puis qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à devenir jardinier urbain? Bon, moi c'est Marc, comme tu as dit. Ouais, oui, ça fait 10 ans qu'on a monté cet assaut avec un petit groupe là. T'as interviewé Keren tout à l'heure. Et ben moi je suis scientifique au départ, j'ai fait une thèse en sciences et il y a un moment je me suis dit, je bossais trop sur des machines et des ordis et je me suis dit j'ai envie de basculer dans la low-tech ou la technologie adaptée, appropriée. Et puis dans mon évolution à travers ces idées de technologie adaptées, appropriées, je suis arrivé à l'agriculture. Parce que finalement, une technologie appropriée, c'est des connaissances et des pratiques qui répondent à des besoins essentiels. Et manger, c'est un des besoins indispensables, quoi. Donc je me suis mis petit à petit à jardiner, je me suis formé, à faire un BPRA de maraîchage bio. Et puis en revenant sur Lyon, on a monté cet assaut. Et puis j'ai continué à faire du jardinage, mais toujours avec l'idée de le faire avec d'autres. Hein, sympa. On est sur le terrain là. Donc voilà, très, très, très vite mon parcours. Il y a cette idée de passer de la high-tech à la low-tech et la low-tech jusqu'au travail du sol. Comprendre comment fonctionne le sol, ça c'est hyper compliqué. Hein. Moi je pense que la high-tech, elle peut être jalouse de la complexité de ce qui se passe dans le sol et dans la nature. Hein. Et alors, ce jardin, il a vertu nourricière à la base, puisque c'est un jardin urbain. Oui, on veut de plus en plus produire et se partager les légumes qui poussent. Donc en fait, l'idée, c'est d'apprendre ensemble, se réapproprier les connaissances et les pratiques du maraîchage même, hein, à certains moments, pour qu'on soit plus conscient de comment ça pousse, de la saisonnalité des légumes, et puis aussi en parallèle se faire des copains, des copains, des copines, tchatcher en même temps qu'on jardine, comme on fait en cuisinant, quoi, comme tu as vu tout à l'heure en cuisinant. Donc c'est la même idée, on jardine et on tchatche. Et par rapport à l'agriculture urbaine, quel rôle elle a joué dans la résilience alimentaire pour toi? Alors je ne sais pas de quelle dimension d'agriculture urbaine on parle, mais là, ce type d'agriculture urbaine, pour moi, c'est simplement, c'est le plaisir de réapprendre et de faire ensemble d'abord, mais parce que ça nous nourrit un tout petit peu, au moins peut-être le vendredi soir et le samedi quand on est reparti avec quelque chose. Après, quand on parle de l'agriculture urbaine à plus grande échelle, et donc plutôt périurbaine du coup, dans des surfaces de culture, on passe à l'hectare par exemple. Là on peut imaginer vraiment nourrir des familles, et donc ça a une autre dimension, vraiment une dimension nourricière. Sinon, je crois que l'agriculture urbaine globalement, son premier rôle, c'est de reconnecter les citadins à la terre. Et donc à réaliser le taf que c'est pour faire pousser des légumes, et donc le taf qu'ont les maraîchers et les agriculteurs à nourrir l'ensemble de la population. Moi je crois que c'est le premier truc. Et puis après, si on peut faire pousser des salades, des herbes aromatiques, et donc d'avoir des salades et des herbes aromatiques fraîches pas très loin de chez soi, c'est bonus, quoi. Et donc ça, je pense effectivement que l'agriculture urbaine peut le faire. Apporter, essentiellement se concentrer sur les légumes et les herbes qui ont besoin d'être très frais dans l'assiette, quoi. Et qui prennent pas trop de place, qui poussent vite. Voilà, les salades,
la coriandre, il y a certaines herbes qui poussent quand même très vite, quoi. Donc 2 mois et on consomme. Alors que les poireaux, c'est 10 mois par exemple. Ou les carottes, pareil. Et alors, du coup, les jardiniers cuisiniers, après, ils repartent avec des légumes chez eux? Oui, à chaque fin de séance, on essaye de récolter un petit peu. Donc là, en hiver, c'est un peu limité. Mais on a quand même on a les poireaux, on a quelques herbes aromatiques. Et on se partage ce qu'il y a. Et on repart avec des petites choses, ouais. Et oui, mais effectivement, dans le rêve du départ, on aimerait bien arriver à faire des petits paniers, quoi. Mais il y a des moments où on part avec quelques kilos de légumes en été, et puis en hiver, c'est plutôt quelques poireaux et un peu d'herbes aromatiques. Voilà. Et des salades. Ouais. Ça agrémente. Ça agrémente, ouais. Ouais, c'est sûr qu'on ne va pas nourrir les gens. La vingtaine de personnes qui jardinent ici, on ne va pas les nourrir avec ça. Mais ça fait un complément, et puis c'est autre chose de manger les poireaux qu'on a cultivés que ceux qu'on achète encore. C'est clair. Les poireaux, on les a semés en mars l'année dernière en pépinière. On les a plantés ensuite en juillet et on les a récoltés à partir du mois d'octobre-novembre. Donc là, on est sur les derniers, ça fait 1 an qu'on les a mis, qu'on les a semés. Donc on connaît leur histoire là. C'est chouette. Et du coup, vous faites pousser quoi dans ce jardin? Un peu de tout, hein. Et puis on essaye d'expérimenter des nouvelles choses tous les ans. Et puis voilà, les grandes cultures qu'on a réussi à faire un certain volume, c'est poireaux, courgettes, tomates, salades, pommes de terre. Ça c'est herbes aromatiques, on fait beaucoup, basilic, ciboule de Chine, coriandre, de la menthe, il y a toujours notre carré de menthe. Voilà, j'oublie des choses. Après, il y a des petits fruits rouges, il y a des framboises, groseilles. Là, c'est le long de la clôture. Okay. Cassis. Voilà, et puis on vient de planter 3 arbres fruitiers, un prunier, un cerisier et un abricotier. Ça, c'est pendant quelques années. Là. Ok. Voilà, allez, 3-4 ans. Mais peut-être que dans 1 an, on aura le droit à goûter à 2-3 fruits, mais la vraie production, c'est plutôt dans 3-4 ans. Voilà. Et les fèves, bien sûr. Là. On a sous les yeux des fèves. Là. Les fèves, ça marche bien. Aussi. Alors moi, je sais pas faire. Hein. Là, on veut broyer les engrais verts, les hacher plutôt. Et ensuite, on va greliner, on va mélanger ça en surface. Et puis ça va nourrir le sol. Ça va continuer de nourrir le sol. Les légumineuses, ça capte l'azote de l'air et ça envoie dans les racines. Et donc là, on n'enlève pas les racines, on ne les arrache pas. Et donc en mélangeant, en se décomposant, ça stocke l'azote. Et le blé, ça stocke d'autres minéraux. Et donc là, c'est comme si pendant l'hiver, on a stocké dans les plantes. Et en se décomposant, ça repart dans le sol, quoi. Et si tu ne le fais pas, les minéraux qui sont dans le sol ont tendance à être lessivés, à partir dans le sous-sol. Voilà, donc la terre s'appauvrit. Et là, on a stocké. Donc c'est un complément du compost pour fertiliser le sol. De toute façon, il faut apporter, il faut nourrir la terre pour qu'ensuite elle fasse pousser les beaux légumes et qu'elle nous nourrisse à son tour. Comme ça se passe dans la forêt en fait. Hein. Dans la forêt, les feuilles tombent, les animaux morts se décomposent sur le sol, les arbres se décomposent, ça fait de l'humus et après il y a d'autres choses qui poussent. Quoi. Même chose, c'est la même chose. Tu veux que je te relaye un petit peu? Ouais, si tu veux, ouais. Alors moi je m'appelle Carole Tixier et je suis là parce que l'année dernière j'ai décidé de changer de voie. En fait je suis artisane, je fais des chapeaux, des écharpes, des mitaines, etc. Et j'ai toujours eu envie de privilégier le local, mais jusqu'à maintenant j'avais un petit peu trop le nez dans le guidon et un peu trop j'ai fonctionné dans l'individuel. Donc j'ai essayé de faire des choses au niveau de l'écologie, mais c'était très individuel. Et là maintenant, je m'approche de la 50aine et j'ai vraiment envie d'être plus dans la collectivité, d'avoir un métier citoyen. Et comment tu as connu du coup la légumerie au début? En fait, ça a été... je suis allée à... c'était à la Maison de l'Environnement et il y a Françoise qui présentait le projet de la légumerie.
Et j'écoutais Françoise et là j'ai été prise d'une immense vibration dans tout mon corps. Et à ce moment-là, j'ai dit non mais c'est là-dedans que j'ai envie de m'impliquer. Ça a du sens pour moi. J'aimais le fait que le projet soit holistique, qu'il y ait plusieurs portes d'entrée et que tout était lié. Je trouvais que c'était un magnifique projet, quoi. Et effectivement, je confirme, c'est magique. C'est magique. C'est quoi les différentes portes d'entrée dont tu parles ? Les différentes portes d'entrée, d'abord c'est la nature en ville. C'est un beau jardin qui est partagé par les habitants, donc c'est du lien de quartier. C'est le fait qu'il y ait des repas qui sont très très bons, qui sont inspirés par soit c'est des personnes qui peuvent amener leurs recettes. Ça, je trouve ça chouette, quoi, que quelqu'un amène sa recette et on cuisine autour de cette recette. L'alimentation, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, et puis, ils font appel à des producteurs locaux. C'est aussi refaire découvrir les légumes à certaines personnes qui n'en mangeaient plus parce qu'on ne sait pas toujours les cuisiner ou parce que ça peut être long, parce que c'est leur faire redécouvrir. On s'ennuie souvent des fois avec les légumes, on peut dire ça. Et en fait, là, c'est faire redécouvrir la saveur des légumes et comment les cuisiner pour juste se régaler, quoi. Et puis, c'est la solidarité, puisque c'est des repas pour des personnes soit qui se sentent seules, soit qui sont isolées, soit qui ont des galères dans leur vie et qui ont du mal à s'en sortir actuellement. Et du coup, l'autre fois, je trouvais ça magnifique, quoi, on était dans le soleil là tout au milieu. On était une quinzaine autour de la table et ça faisait vraiment une table de famille. Et tout le monde est reparti avec le sourire à la pêche et ça fait du bien, quoi. Et aujourd'hui particulièrement, qu'est-ce qui t'amène à la légumerie ? Pourquoi t'es venue ? Pourquoi je suis venue ? Pour l'ambiance. Ouais. Pour cette belle solidarité, cette convivialité, la fraternité, l'enthousiasme et puis être dans le vert, quoi. Et là, je vais me faire plaisir et mettre les mains dans la terre et la ressentir vibrer et sentir que ça que ça vibre en moi et que ça réveille le vivant. Top. C'est ça qu'on aime. Allez, on va aller mettre les mains dans la terre maintenant. Pour terminer, Marc, est-ce que tu aurais un conseil à donner à tous les gens qui vivent en ville et qui sentent aussi ce besoin de se reconnecter à la nature ? Et au vivant. Oui. Il faut trouver un coin soit trouver un jardin partagé pas loin dans son quartier et s'amuser, aller expérimenter. S'il y en a un balcon, monter un bac de culture, s'amuser, expérimenter, il faut y aller. Si on a envie de semer, de jardiner, c'est tellement simple en fait. Mais il y en a qui restent bloqués encore. Mais voilà, trouver un jardin, si on a un balcon, c'est vraiment faisable sur le balcon. Et si on a juste un porte-fenêtre aussi, donc il y a ça à faire chez soi. Puis sinon, dès que c'est plus possible, aller dans la forêt. Ouais. Merci. Merci beaucoup à la légumerie pour cette journée entre cuisine solidaire et jardin partagé. La légumerie nous montre que, même en ville, il est possible de passer à l'action pour une agriculture plus nourricière et résiliente. Alors soit, à l'heure actuelle en France, l'agriculture urbaine ne pourra pas produire les volumes nécessaires pour espérer nourrir la population des villes. Toutefois, les jardins collectifs et partagés comme l'Oasis de Gerland sont le lieu idéal pour se reconnecter au vivant et à notre alimentation, pour comprendre comment nos aliments poussent et pour se réapproprier les savoir-faire si importants de comment cultiver ce que l'on mange. Et même si ce n'est pas le cas en France, on peut voir dans d'autres pays comme la Russie que même dans les plus grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, plus de la moitié des habitants sont dits des habitants jardiniers qui font pousser une partie de leurs fruits et légumes dans des jardins collectifs. Mais au-delà de cette vocation nourricière, en France, les jardins partagés comme ceux de la légumerie sont un lieu de rencontre où les gens peuvent s'associer, apprendre ensemble et partager de bons moments, si ce n'est pas des valeurs communes. Quoi de mieux que ces liens pour s'organiser si l'on veut lancer de nouveaux projets ou trouver des solutions localement en cas de crise ? Est-ce que ce n'est pas aussi cela, la résilience ? Alors si cela vous parle, que vous aussi, même si vous êtes en ville, vous voulez trouver le moyen de mettre les mains dans la terre,
de faire pousser vos légumes et de vous reconnecter avec la nature, alors lancez-vous. Faites pousser herbes aromatiques, fraises, tomates ou pommes de terre à vos fenêtres ou sur vos balcons. Rejoignez un jardin partagé dans votre ville ou s'il n'en existe pas, pourquoi ne pas trouver un espace libre pour lancer votre propre jardin partagé, comme dans la cour de votre immeuble par exemple. Si cet épisode vous a plu et vous inspire, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse toutes les références citées dans la description de l'épisode. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et Les Mains dans la Terre prend des vacances pour cet été. Alors je vous souhaite de bien en profiter, pour ceux qui en prendraient aussi, et de bien cultiver, pour ceux qui ont déjà les mains dans la terre. Merci beaucoup pour votre écoute, et à bientôt.